Bien, bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord savoir si vous m'entendez. Oui, Oui, je vois des pouces, j'entends des voix, ça s'annonce bien. oui. Alors, merci de vous être joint à cette réunion du Réseau canadien pour les arts et l'apprentissage. Ça me fait plaisir de vous voir et bientôt de vous entendre. Je m'appelle Dominique Denis, je suis traducteur et interprète au sein du réseau et je suis la personne qui va un peu orienter la conversation et au besoin traduire des choses si nécessaire, que ce soit de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais. Peut-être pour commencer, j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui auraient catégoriquement besoin de, que leurs propos en français soient traduits vers l'anglais ou est-ce que c'est comme vous voulez, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui préféreriez communiquer uniquement en français, par exemple, ou qui auriez besoin que certaines choses qui sont dites en anglais vous soient traduites? C'est un peu difficile de faire toute la réunion dans les deux langues, mais quand même, on essaie de faire ce qu'on peut. Dans mon cas, je peux relativement comprendre, mais m'exprimer en anglais, là, vous n'allez rien comprendre. OK. Alors, dans ce cas-là, ça nous fera plaisir de te donner un coup de main. Donc, quand viendra le temps que ton tour du tour de table, tu pourras t'exprimer en français une phrase à la fois, puis je traduirai au fur et à mesure. OK? Parfait, merci. D'accord. Parfait. Donc, écoutez, bienvenue, comme j'ai dit, à cette rencontre. On va dans un instant faire un tour de table, comme ça tout le monde aura l'occasion de se présenter et de découvrir qui sont les autres intervenants qui se sont joints à la réunion. Je vous invite tous, si ce n'est pas déjà fait, j'ai l'impression que c'est déjà fait dans tous les cas. Non, il y a quelques exceptions où vous n'avez pas encore allumé nécessairement votre fonction vidéo, mais je vous encouragerai à le faire. Comme ça, on peut vous voir en plus de vous entendre. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à Larry O'Farrell, le président de notre conseil, qui aimerait vous lancer quelques mots de bienvenue aussi. Larry? Oui. Et merci Tom. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Larry O'Farrell, comme il l'a dit, et je suis président du Réseau canadien des arts et apprentissage. Je tiens à vous remercier d'avoir assisté à cette table ronde et à vous accueillir. C'est la deuxième fois que nous prenons avec des collègues de partout au pays. En mars, nous avons constaté que beaucoup de personnes qui nous parlaient étaient sous le choc et inquiètes. Maintenant, nous avons constaté que les gens planifient l'avenir. J'attends avec impatience cette conversation. Je veux introduire deux de nos collègues du réseau ici qui sont avec nous. OK, Jennifer Petrelli, qui est notre, notre directeur administratif. Nissa Sills, qui est notre rapporteuse et chercheuse. Et elle va produire un rapport de cette conversation. Et aussi Caitlin Bois, qui est notre spécialiste de toutes les choses digitales, qui est Caitlin Bois. Et à ce moment, je donne la parole à Caitlin. Merci tout le monde. Merci Larry et bonjour. Je veux discuter quelques tâches ménagères avant de commencer. Premièrement, cette session sera enregistrée et publiée sur notre site web. Et aussi, une copie du chat sera aussi publiée.
Si vous souhaitez participer à la conversation, je vous demande d'activer votre vidéo. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la vidéo sur votre ordinateur et vous souhaitez participer à la conversation, vous pouvez m'envoyer un message ou tu peux lever la main. En bas de votre écran, vous pouvez ouvrir l'onglet de discussion ou le chat et l'onglet des participants. Et dans l'onglet des participants, vous avez l'option de lever la main ou raise your hand. Quand vous souhaitez parler dans la conversation, vous pouvez lever la main ou tu peux faire avec les mains comme ça. Et je vais vous appeler et j'allumerai votre microphone dans ce qu'on peut vous entendre. Pour réduire le bruit du fond, je vais essayer de garder tous vos microphones éteints, sauf si vous parlez. Il y aura quelques sondages lancés à différents moments dans la conversation et vos réponses à son sondage sont complètement anonymes. D'accord? Je crois que c'est tout ça. So, John? Merci beaucoup, Caitlin. Donc, sans plus tarder, essentiellement, il va y avoir deux grandes questions, disons, sur lesquelles on aimerait se pencher aujourd'hui. En un premier temps, c'est prendre un peu la mesure de comment ça se passe jusqu'à présent pour vous, tant au niveau de la prestation de vos services, de votre offre en tant que professionnel des arts et de l'apprentissage, et aussi au niveau de votre bien-être personnel, tant physique que psychologique. Ça, c'est le premier volet. Et un peu plus loin dans la conversation, on se penchera un peu, parce qu'on est déjà passé le deuxième mois de confinement, on va se pencher un peu plus sur les leçons que vous avez peut-être déjà commencé à tirer de cette expérience du confinement et qui pourront vous servir et nous servir à l'avenir, tant au niveau des technologies que vous avez été appelés à découvrir et apprivoiser en temps réel, que aussi peut-être justement de réflexion sur ce que sera la nouvelle normalité, un terme qu'on a beaucoup entendu depuis un certain temps, post-confinement, et à quoi est-ce que vous imaginez que pourraient ressembler vos activités in situ une fois qu'on est rendu de l'autre bord, qu'on est sorti de ce tunnel. Donc, voilà. Et on pourrait peut-être commencer par, justement, la première question. Caitlin, est-ce que tu aimerais que l'on fragmente la première question en deux, c'est-à-dire les services et les effets personnels, et faire un tour de table chaque fois, ou que chaque personne réponde aux deux questions et continuer comme ça? Peut-être je peux aller autour de la table et justement demander les noms et les professions s'ils veulent les partager. Et après ça, il peut répondre spécifiquement à une question s'il veut. D'accord. Alors, on va commencer par le tour de table. Alors, si tu veux y aller, Caitlin. Anne-Isabelle. Bonjour. Oh, désolée. On joue un peu la bataille ensemble. Alors, bonjour, moi, c'est Anne-Isabelle Léonard. Je travaille avec une toute petite OBNL montréalaise qui s'appelle Cosimu. On fait en fait des outils pour activer l'imaginaire et la création et on utilise la création sonore pour le faire. On donne des ateliers dans les écoles beaucoup, dans les organismes culturels aussi. Et moi, en fait, je suis responsable du développement stratégique et du marketing. Anouk? Oui, tout le monde. Alors, je m'appelle Anouk Loten. Je suis artiste visuelle. Depuis une dizaine d'années, je fais de la médiation culturelle, beaucoup en école ou en bibliothèque, donc comme travailleur autonome. Mais je suis aussi médiatrice au Musée des Beaux-Arts à Montréal. Bonjour Patricia. Emmanuel? Ça marche? Ouais. Alors, Emmanuelle Breton, je suis artiste en art visuel au Québec et puis je suis également médiatrice
culturel pour Regard. C'est un centre d'artistes en art actuel à Lévis. Donc, et je parle surtout des œuvres d'art publiques du secteur de la Traverse, donc sur le bord du fleuve, ici. Donc, c'est tout un défi que ce coronavirus. Mais bon, on va se relever les manches et on va y arriver. Eric? Alors, bonjour. Mon nom est Éric Beck. Je suis responsable des programmes éducatifs au Centre d'art actuel Sporobol à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, Eastern Townships. Ben voilà, donc en ce moment, tout est arrêté et on réfléchit beaucoup comment reprendre les activités. Nous, on se spécialisait beaucoup dans la création numérique. D'ailleurs, on a commencé un partenariat avec Anne-Isabelle. Bonjour Anne-Isabelle, ça va bien? Donc, on aborde la photographie, la création sonore, la composition musicale, l'animation, stop motion. Donc, on a plein de volets, mais en ce moment, c'est vraiment une période de réflexion pour l'automne prochain. Voilà. Merci. Gabrielle? Bonjour, Gabrielle Blais-Sénéchal, donc adjointe à la direction générale du groupe Le Vivier, qui est un diffuseur spécialisé en musique contemporaine situé à Montréal. Outre le volet de diffusion, on a aussi un grand volet médiation culturelle qu'on déploie principalement en 2 axes là, pour l'instant, donc auprès des jeunes dans les écoles, auprès du secteur famille aussi, par le biais d'activités à tous les mois qu'on offrait en fait au Jésus. Et on a aussi un volet médiation culturelle avec des personnes de 50 ans et plus. Donc évidemment, là, pour l'instant, tout est sur la glace. Merci beaucoup. Georgette? Non? Oh. Voilà. Okay. Georgette? Mais oui, êtes-vous là? Oui, oui. M'entendez-vous? Oui. Oui. J'ai été très impliquée avec CARFAC. J'étais la coprésidente des Maritimes. Aussi très impliquée avec la AAPNB, l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. J'ai été la représentante. Tout de suite, je suis en résidence au Centre des arts et de la culture de Dieppe et les portes sont barrées. Je suis en création, faire un projet sur une seigneurie qui est en Nouvelle-Écosse avant la déportation. Alors, mon projet continue ici, dans mon atelier chez moi. J'ai beaucoup de questions que je vous poserai après à propos de l'exposition et toutes ces choses-là. OK? Merci. Merci beaucoup, Georgette. Jean-Maurice? Oui, vous m'entendez? Oui. Okay. Moi, c'est Jean-Maurice Côté. Je suis dans l'Outaouais. Je suis artisan de ceinture fléchée traditionnelle. Je suis avec l'Association des artisans de la ceinture fléchée de Lanaudière et sur la liste des artisans qui vont pour le programme Culture à l'école du ministère de la Culture. Le confinement m'a tout coupé mes revenus. Comme étant retraité, mais je n'ai pas droit à aucun supplément, je n'ai pas droit d'aide, je n'ai pas droit à rien. La production est déjà très, très lente. Ça me donne un peu de temps pour faire un peu plus de production, mais c'est des articles qui se vendent tellement cher que c'est plus avec les démonstrations et puis les cours quand on enseigne aux enfants comment l'art du tissage au doigt. Mais ça demande du contact physique beaucoup. Je pense que ce n'est pas demain la veille qu'on va pouvoir reprendre le travail. Merci. Merci. Marie-Jeanne? Oui. Oui. Oui.
Je suis artiste visuelle multidisciplinaire. Je suis située dans la MRC Mastinongé, en Mauricie, au Québec. Je suis étudiante de deuxième cycle à l'UQTR aussi. Donc, de ce côté-là, tout est un peu au ralenti. Heureusement, j'avais un emploi à la Société d'alcool du Québec. Mais sinon, tous mes projets artistiques prévus sont cancellés. Là, je fais des démarches ce matin justement pour savoir qu'est-ce qui se passe avec mon projet culture à l'école. Je ne sais pas si mes honoraires vont être respectés quand même. Sinon, je suis membre de l'atelier presse-papier aussi. Je sais que là, ça va réouvrir graduellement là, pour l'atelier presse-papier à Trois-Rivières. Donc, je suis bien contente de participer aujourd'hui et d'entendre vos réalités. Oui, merci beaucoup. Patricia. Vous m'entendez? Oui. Alors, oui, Patricia Boyer, responsable des programmes éducatifs publics scolaires du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Puis, bien évidemment, nous, on reçoit normalement beaucoup de participants, toutes sortes d'activités, tout ça est sur la glace, comme tout le monde. Alors, j'ai bien hâte de partager avec vous. Merci. Patricia Gauvin. Alors, moi, je suis artiste en arts visuels. Je suis aussi chef de cours à l'École des arts visuels et médiatiques. Puis, je suis coordonnatrice du groupe Artistes Têtes Chercheuses, un groupe d'artistes qui mettent en commun là, leur passion puis leur créativité pour faire différents événements. Des projets qui interrogent des thématiques et des esthétiques issues de nos pratiques personnelles. Merci. Rosalie? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je peux peut-être m'approcher. Rosalie Chartier-Lacombe, Petit Théâtre du Vieux-Noranda. En fait, nous, on est en art vivant. En fait, Rosalie? De la diffusion. Retourne à ta place. On t'entendait beaucoup mieux avant. OK, parfait. Bon, c'est bon, on fait des tests ensemble. Donc, on est beaucoup dans les arts vivants et les technologies. Donc, c'est sûr qu'au niveau de tout ce qui est création et diffusion, c'est quand même bien impacté, mais on a décidé de poursuivre et de pousser très fort pour continuer la création. On a 3 projets, dont un en téléprésence, puis on est en train de modifier des projets théâtrales pour qu'ils soient capables d'être créés et diffusés en période de distanciation sociale COVID. On est membre du réseau Scène ouverte, station scénique, 25 salles au Québec qui sont connectées ensemble via la téléprésence, ce qui nous permet justement de faire en sorte qu'il y ait juste 2 ou 3 personnes par salle, puis qu'on puisse créer comme ça. On est en train de voir aussi comment on est capable d'accueillir des publics. On fait beaucoup de médiation culturelle puis de la transmission des savoirs au niveau technologique. On a créé un espèce de plan de match qui s'appelle Avantage numérique qui regroupe 3 territoires, c'est-à-dire le nord du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue et le nord de l'Ontario francophone, dans lequel on veut positionner nos talents technologiques qui regroupent le milieu du savoir, des affaires et de la culture. Et on est en train de travailler sur un gros plan de hub virtuel pour permettre de mettre en lumière les talents et d'offrir des formations justement en ligne, synchrones, asynchrones, et permettre à ces talents-là d'aider d'autres personnes qui, on pourrait dire, des technuls ou des personnes un peu moins à l'aise avec les technologies. Donc ça, c'est en train de prendre forme. Puis on collabore aussi avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour créer et attacher des chercheurs autour de la création en téléprésence ou de la création hors vivant et technologie pour voir comment ça va se déployer, mais surtout pour être capable de mettre en place des processus pour partager les savoirs, les démocratiser pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre de personnes possible et que ça ne soit pas seulement lié au monde universitaire, mais vraiment au milieu de la culture et plus largement à la population. Voilà. Merci. Merci. Caitlin, je voulais juste peut-être en profiter pour faire une petite remarque parce que je sais que certaines des personnes qui ont simplement, dans le cadre de leur présentation, ont mentionné des organismes ou des stratégies qui ont été mises en place. Par exemple, là, Rosalie vient de parler d'avantages numériques, n'est-ce pas? Et ce serait
tu me diras si c'est la meilleure façon de faire, mais la fonction clavardage permet aussi de mettre en pièce jointe des liens vers des sites web et ainsi de suite. Alors, si vous avez, par exemple, si vous faites partie d'un organisme comme, par exemple, Avantage numérique, et vous pouvez prendre une seconde d'aller dans la fonction clavardage et d'insérer l'hyperlien des choses que vous avez mentionnées. Et comme ça, les autres personnes qui participent à la discussion pourront ultérieurement, ensuite, simplement aller consulter ça parce qu'ils vont peut-être se dire « Ah, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi Avantage numérique », puis ensuite, ils n'auront qu'à aller sur la fonction clavardage pour accéder à ça. D'accord? Merci. Merci. Je crois que la dernière personne est Tom. Bonjour, entendez-vous? Alors, je suis musicien et artiste sonore de Rimouski. Je suis aussi administrateur de Culture Bas-Saint-Laurent, qui est un organisme qui œuvre au développement puis au rayonnement culturel du Bas-Saint-Laurent. Moi, en fait, mes concerts ont été annulés, c'est sûr, pour tout l'été parce que je fais beaucoup de concerts, mais aussi je travaille sur des projets de recherche. Fait que là, on est toujours dans l'incertitude avec les organismes partenaires de quand on va pouvoir présenter le concert, sous quelle forme, etc. Okay. Je crois que est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Oh, Charlotte? Oui, OK. Bonjour, moi c'est Charlotte Panaccio-Letendre. Je suis directrice générale et artistique de Vertical, Centre d'artistes. Donc, c'est un organisme lavallois qui fait principalement de la diffusion en art visuel. On est membre de d'autres organisations, là, notamment le RCAQ, le CECAM et puis Culture Laval aussi. Donc, peut-être en termes d'activités, peut-être une des spécificités qu'on a, c'est qu'on présente des activités en art visuel, mais qui se déploient hors les murs, c'est-à-dire dans l'espace public. Donc, il y a beaucoup d'activités qui ont été reportées. Pour d'autres activités, il y en a que c'est plutôt une adaptation, dans le fond, pour la tenue en ligne, pour ce qui est plus des clubs de lecture ou des discussions, là, comme la clôture de la programmation, tout ça. Donc, en gros, c'est ça. Mais on a aussi, parce qu'on n'a pas de galerie, mais on a un genre de camion qui fait office d'atelier et de lieu de microdiffusion. Donc, alors qu'il y a beaucoup d'activités avec ce camion-là qui avait été comme annulé dans l'urgence, là, on sent qu'il y a comme un retour à un intérêt pour des activités en espace public, mais avec des nouveaux paramètres. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train d'explorer. D'autre part, on poursuit le travail, par exemple, sur notre nouveau site web, des trucs un peu plus administratifs aussi, comme de la planification, tout ça, comment faire de la gestion de crise. Il y a beaucoup d'apprentissage en ressources humaines aussi, là. Mais donc, voilà. Puis, peut-être en termes de bien-être, là, un des aspects, c'est la conciliation travail-famille. Donc, ça se peut que je sois interrompue et que je ne puisse rester pour toute la durée de la discussion. Donc, voilà. Merci. C'est tout ça? Oui. Oui, parfait. Bien. OK. Alors, donc, c'est certain que dans ce tour de table initial, merci à chacun de s'être présenté puis d'avoir présenté ce qui se passe au sein de votre organisme ou de votre pratique individuelle. Ce que j'aimerais aussi qu'on fasse, c'est justement, parfois des gens ont des témoignages ou des choses à présenter par rapport à ça. Et si vous sentez, s'il y a des aspects, par exemple, des incidences particulières, on vient d'évoquer, par exemple, la conciliation travail-famille, qui est un des grands défis en temps de pandémie. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes autour de la table qui, justement, ont vécu des expériences qui seraient intéressantes à partager avec les autres sur les incidences, parce qu'on parle souvent des incidences professionnelles, des contrats perdus, des choses qui sont annulées ou reportées, mais au niveau aussi des incidences personnelles, familiales et autres, est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient quelque chose à ajouter à ça parce qu'on veut évidemment savoir, pas seulement au niveau professionnel, mais au niveau personnel, comment ça vous affecte?
Georgette. Comme je vous ai dit, j'étais en résidence au Centre des arts de la culture de Dieppe. J'avais une résidence de 6 mois. J'ai su un dimanche que le centre fermait la journée d'après. Il n'y avait aucun moyen le dimanche d'aller chercher mon équipement. Lundi, j'ai eu à peu près 1 heure pour tout déménager ce que j'avais amené ici. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai demandé de l'aide. Mon fils est venu m'aider, mais il n'habite pas dans la même ville que moi. La toile que je devais apporter chez moi est énorme. Elle ne va pas dans mon auto. Alors, je pense que c'est le début que j'ai trouvé extrêmement difficile. Une fois que je me suis réinstallée dans mon studio chez moi, j'ai pu continuer, mais ça a pris quelques semaines émotivement de me remettre de tout ça. Ouais. Merci. Je suis contente, je n'ai pas d'enfants de petits-enfants chez nous, mais je ne peux plus voir mon petit-fils, alors ça, c'était dur, difficile. Oui, absolument. Ça, c'est la distance. Oui. Patricia Bergeron? Oui. Oui. Donc, bonjour, en fait, je ne me suis pas encore présentée. Moi, je suis directrice générale et artistique du Théâtre à l'envers. On est basé à Montréal, au Québec. Et en fait, on crée surtout des spectacles jeunes publics de tournée, intégrant la marionnette, le théâtre d'ombre, la musique, la vidéo, etc. Et on fait aussi de la médiation culturelle. Donc, dans les impacts qui ont eu lieu, entre autres, pas juste pour l'organisme, mais pour moi aussi. C'est sûr qu'il y a la conciliation travail-famille, mais il y a toute l'histoire de l'école à la maison. L'école reprend, elle ne reprend pas. Donc, déjà ça, d'essayer de maintenir un rythme. Mais moi aussi, mon matériel est resté dans une école. Donc, j'avais fait une médiation, puis je n'avais pas terminé. Donc, c'est resté dans une école. Donc, j'étais sans aucun matériel. Puis, au point de vue professionnel, je devais embaucher des nouveaux employés qui devaient être sur des subventions salariales. Durant la semaine où est-ce qu'on a annulé, on a annoncé cette pandémie. Donc, du coup, sachant pas quand est-ce qu'il y aurait des revenus qui rentreraient dans l'entreprise, j'ai simplement désembauché. En fait, j'ai pas embauché officiellement ces gens-là qui sont encore en train d'attendre, en fait, qui se sont mis sur la prestation d'urgence. Donc, moi, je me sens une forme de pression, de responsabilité parce que ces gens-là attendent un peu après moi pour savoir quel sera leur avenir aussi à quelque part. Donc, et moi aussi, j'attends de voir quels seront un peu les développements, en même temps en essayant de repenser peut-être stratégiquement comment on peut développer la compagnie puisque je ne m'attends pas à ce qu'il y ait vraiment une reprise avant 2023, compte tenu que tous les salons de diffusion, même ceux pour lesquels on a obtenu des vitrines, ont été annulés à l'automne 2020. Donc, ça veut dire qu'ils sont reportés à l'automne 2021. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des ventes de spectacles pour l'année 2023. Et on avait une tournée prévue dans les Maritimes pour octobre 2020, puis visiblement, ça n'aura pas lieu ou ça va avoir lieu d'une manière virtuelle, quoi. Donc, c'est sûr que l'impact est assez grand. Alors, ne sachant toujours pas quelles seront les entrées d'argent, je ne peux même pas faire de prévision budgétaire à l'heure actuelle. C'est assez difficile. Et aussi, attirer des commandites. Donc, ça faisait partie d'un de nos objectifs cette année, d'aller chercher des commanditaires qui venaient un peu se rajouter aux revenus autonomes. Là encore, on avait un programme paritaire qui devait nous aider par rapport à ça. Puis ben là, c'est comme si l'herbe nous était coupée sous les pieds. Donc, actuellement, on ne sait pas encore si le programme va être prolongé ou non et si on pourra avoir accès aux fonds qui étaient en fait octroyés pour ce programme-là de commandite, notamment. Donc, ça a des impacts au point de vue professionnel, mais au point de vue personnel aussi, parce qu'à ce moment-là, si la reprise vraiment économique de l'entreprise ne se fait pas avant 2023, ça veut dire qu'entre-temps, moi, je dois me trouver autre chose. Parce que l'entreprise n'est pas au fonctionnement, bien qu'elle a 12 ans d'existence, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Patricia, tu évoquais que la vraie reprise, si elle a lieu par exemple,
pour toi, pourrait se faire en 2023 seulement parce qu'on fait des propositions, on achète des choses qui seront présentées ultérieurement. Est-ce que c'est l'expérience de plusieurs d'entre vous, justement parce qu'on parle d'un retour à la normale dans un délai incertain, mais c'est certain que le retour à la normale, quand il s'agit de spectacles ou d'événements ou d'offres culturelles qui sont achetées en vue d'une diffusion ultérieure, ça ne va pas commencer au moment où la société rouvre. Alors, est-ce que d'autres personnes autour de la table pourraient aussi commenter sur ça? Est-ce que vous êtes dans une situation similaire où vous ne considérez pas 2021, mais peut-être 2022 ou 2023, par exemple, et que faire dans l'intérim? Est-ce que j'ai vu Rosalie? Oui, bonjour. En fait, j'aimerais réagir là-dessus parce que nous aussi, on est dans une situation où on n'est pas au fonctionnement, justement. Puis il y a beaucoup d'inconnus, puis je ne veux pas me porter en tant que grande conseillère, là, mais comme il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, ce qu'on a décidé de faire dans notre plan d'action, c'est de miser sur ce qu'on avait. Quels sont les talents de nos ressources humaines, comment ils peuvent être mis à profit sur ce qu'on est en train de faire et à tous les fois qu'on va faire quelque chose sur le web, on va essayer de monétiser ça dans la formule don pour être capable de justement aller chercher des commandites qui sont peut-être plus faciles à aller chercher quand on a une proposition ou une offre. Fait que d'essayer de penser, puis moi je suis d'avis qu'il ne faut pas licencier nos gens, il faut profiter de la subvention du 75 % du fédéral pour maintenir ces gens-là en place, puis parfaire leur talent, leur force et faire en sorte qu'on soit plus fort au sortir. Là, si on se défait en petits morceaux puis que toi, tu décides de quitter l'organisation, bien là, ça va la fragiliser, je pense, à moyen long terme, alors que cette rupture-là, au niveau des tournées, tout le monde va l'avoir vécu. On va tous être égaux au Québec, au Canada. Mais par contre, là où on ne sera pas égaux, c'est ceux qui vont avoir mis à profit les talents qui sont dans leur organisation. Puis ça, ben, on les connaît, tu sais, et on peut les développer. Si tu me permets, Rosalie, une question par rapport à ça. Tu parlais de votre offre culturelle sur le web et vous avez opté de la monétiser, n'est-ce pas? Si je comprends, si j'ai bien compris? C'est-à-dire de demander une rémunération, de demander un paiement. Est-ce que vous avez des données concrètes ou une stratégie concrète par rapport à ça que vous pourriez partager? Parce que d'autres artistes m'ont demandé aussi comment monétiser, combien faire payer, etc. Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous quelque chose de concret là-dessus? Bien, en ce moment, il y a deux plateformes. Il y a plusieurs plateformes, mais il y en a deux principalement qui sont mises en place pour monétiser, qui sont la plateforme développée par Le Point de Vente au Québec qui permet de monétiser et d'avoir un retour interaction artistes et spectateurs. Ça a fonctionné assez bien. Il y a eu une diffusion, là, je pense que c'était 11 $ par billet et il y a eu 740 personnes. C'était-tu Major? C'est qui donc l'artiste? C'est mon oncle Serge qui était là. Après ça, il y a d'autres plateformes. Là, Louis Morissette parlait de Yopa, là, à tout le monde en parle, avec le Québécois qui est rendu à New York, qui développe ce type de plateforme-là où il semble y avoir des possibles interactions parce que le questionnement à se poser, c'est qui va regarder ça? T'sais, oui, ça répond aux besoins de l'artiste de aller chercher des sous, mais qui va s'asseoir chez eux devant son ordinateur pour passer 2 heures avec cette personne-là sans interagir? Mais l'autre, et qui est l'option la plus facile, la plus simple et accessible à tous, c'est à toutes les fois qu'on fait un live Facebook ou qu'on propose quelque chose, un contenu sur le web, on renvoie ça vers une plateforme de dons qui pourrait très bien être votre billetterie actuelle électronique en mode je veux faire un don ou ajouter sur votre site web un bouton don ou même directement sur les médias sociaux. Et là, ça se convertit directement en dons et commandites. Donc, c'est non taxable et puis ça permet aux gens de donner selon leur niveau de salaire et tout ça. Nous, on va opter pour cette option-là parce qu'on considère qu'à l'heure actuelle, les recherches
ne sont pas assez avancés pour répondre aux besoins du public. C'est-à-dire d'être interactif, de pouvoir se rassembler. Qu'est-ce qui fait que tu viens voir un spectacle? C'est pas juste pour l'artiste, c'est aussi pour interagir avec tes pairs, ta communauté, rencontrer des gens, vivre du social. Sinon, tu t'allumes la radio ou tu mets un CD chez vous puis tu fais la vaisselle en l'écoutant. Fait que là, il faut vraiment aller trouver la plus-value. As-tu mis des liens? Ah, tu devrais t'inscrire sur le chat pour mettre des liens de... Oui, alors justement, par exemple, les différentes plateformes, le point de vente et tout ça, tout ce que tu viens de mentionner, Rosalie, ce serait bien de faire la mise en commun via le clavardage. On va les faire, puis je tiens juste à vous dire, je m'excuse, je n'ai pas présenté, mais Valentin Foch qui est ici, on a une équipe technologique au Petit Théâtre dont lui est vraiment en lien avec tout ce qui est intégration technologique, art vivant. Et puis, voilà, il est avec nous. Ici, on a en Abitibi-Témiscamingue une maîtrise en création numérique, ce qui fait qu'on a beaucoup de jeunes finissants qui sortent avec beaucoup de compétences, fait qu'on travaille fort pour les garder en région. Parfait, merci. Là, il y a peut-être deux avenues de discussion sur lesquelles d'autres personnes pourraient vouloir intervenir. La question des stratégies de monétisation, je ne sais pas si le terme existe officiellement dans le Larousse, mais on va dire, d'une part, et aussi la question justement du retour prévu à la normale, c'est-à-dire du retour aux activités normales, rémunérées, ainsi de suite, qui dans certains cas peut aller dans 2 ans, voire 3 ans. Alors, sur l'une ou l'autre de ces deux questions, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient des témoignages à partager? On a Jean-Maurice. Oui, hello. Vous m'entendez? Oui. OK. Moi, je ne prévois pas reprendre l'activité. J'ai déjà 69 ans. C'est du contact manuel, c'est du contact physique beaucoup. Puis, pour l'année 2021, c'est du mois de mars aller au mois de juin qu'on fait toute notre publicité, toutes nos rencontres avec les professeurs d'école. On fait beaucoup de présentations dans les cabanes à sucre. Tout a été cancellé. Donc, je ne suis pas visible d'aucune façon. Puis, pour moi, à 72 ans, si ça va me tenter de retourner travailler dans les écoles, je ne sais pas à quelle sorte de physiquement si je vais être capable. Fait que, moi, je ne prévois pas de retour, à moins d'être très chanceux. Oui, ça illustre malheureusement, Jean-Maurice, une différence fondamentale. Ceux et celles dont la pratique permet justement de la médiation numérique et sous d'autres formes, mais dans le cas des ceintures fléchées ou de l'artisanat ou des choses comme ça, où on est vraiment, c'est tactile, ça change énormément. Les solutions de rechange ne sont pas évidentes, n'est-ce pas? C'est une pratique que je pratique depuis presque 50 ans et puis j'ai pris ma retraite pour partager ça. Je dois abandonner. Oui, merci pour ce témoignage, Jean-Maurice. Éric? OK. Oh, OK. Ah, voilà. OK, excusez-moi. Il y a un petit délai. C'est sûr que nous, on se spécialise dans les ateliers de création numérique. Au début, je pensais, ça va être super facile. C'est sûr que c'est pas un défi comme le tien, Jean-Maurice. C'est pas matériel, c'est pas nécessairement tactile, mais ça comporte quand même toutes sortes de défis. Dominique, tu parlais de monétisation. C'est sûr que ça aussi, moi, demain, j'assiste à une réunion de notre Conseil de la culture de l'Estrie, où est-ce que justement, on va avoir des représentants des commissions scolaires et du ministère. Puis j'ai très hâte de pouvoir
de voir si on va garder du moins le même modèle de rémunération qu'on a via les subventions de Culture à l'école. Mais c'est évident que nous, on pourra, si on ne peut pas aller se présenter pendant 2 ou 3 heures devant des élèves, est-ce qu'on devra faire ça dans des petites capsules? On est beaucoup en train de réfléchir aussi sur le degré d'attention que les élèves auront. Puis, ce qui est un peu bizarre, puis là, peut-être que c'est, disons, une difficulté que je trouve en ce moment, c'est de travailler sur 3 ou 4 scénarios en parallèle. C'est-à-dire, bon, si les écoles reprennent, si les écoles reprennent, on fait comme avant ou à peu près. Mais si les écoles reprennent, mais en virtuel, est-ce que je vais donner des ateliers au secondaire avec des élèves qui ne seront même pas en classe? Puis, en même temps, aussi donner des ateliers au primaire avec des élèves qui vont être en classe avec un prof, mais moi, je vais être à l'écran. C'est de travailler sur 3 à 4 scénarios en ne sachant pas lequel va aboutir, que des fois, c'est parce que, je sais pas, la nature humaine fait en sorte qu'on est habitué de travailler sur quelque chose, qu'on va avoir un but, puis c'est achevé. Là, c'est comme si je travaille sur un certain pan que je sais qu'il n'aura pas lieu, mais c'est un petit peu décourageant des fois, je trouve que ça, c'est peut-être personnellement, là, mais ça je trouve que c'est un des défis, c'est de devoir travailler sur plusieurs façons de dématérialiser, puis ça va être reçu comment, puis est-ce que les écoles vont pouvoir bien accueillir ces nouvelles façons de transmettre le savoir, puis cette nouvelle façon de faire de la médiation. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très inquiétant. Mais on fonce, là, mais on fonce en ne sachant pas trop quels seront les scénarios, puis ça, c'est peut-être quelque chose que moi et plusieurs artistes et amis qui travaillons en médiation culturelle, on a comme préoccupation, c'est à savoir comment ça va être reçu. Est-ce que ça va être aussi efficace? Est-ce que ça va être aussi captivant pour les jeunes? Merci, Éric. C'est intéressant. Je note 2 volets dans ce que tu viens de dire. C'est l'idée de ne pas savoir lequel des différents scénarios va finir par être celui sur lequel on s'entend. C'est déterminé par des conditions qui sont hors de notre contrôle, c'est certain. Et par ailleurs, tu as soulevé une autre chose très importante, c'est la question de, par exemple, une activité qui peut s'échelonner sur 2 heures en présentiel ne va pas nécessairement marcher sur 2 heures devant un écran d'ordinateur. Exactement. Et donc, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui font de la médiation, par exemple, ou de la formation artistique, qui auraient à commenter sur cette question-là de l'incidence du changement de médiation, de technologie sur la nature même de ce que vous proposez, c'est-à-dire les durées et le contenu lui-même? Je vais aller premièrement à Isabelle, sorry. Oui, alors nous, on est en plein là-dedans. En fait, c'est drôle parce que j'ai eu une conversation avec Éric là-dessus il y a quelques semaines et c'est vraiment de comment est-ce qu'on réfléchit non seulement à comment on peut adapter notre offre, mais au-delà de ça, si on parlait d'un retour à la normale, perso, moi, je ne le vois pas, le retour à la normale. Je pense qu'il y a vraiment des gros changements qui vont s'opérer. Nous, on travaille beaucoup avec l'éducation, un peu comme Éric, donc directement avec les enseignants, avec les élèves, etc. Puis ce qui se passe en ce moment beaucoup, c'est que les enseignants sont complètement... Ils n'ont pas d'outils, ils n'ont jamais eu à réellement s'attarder au numérique. Et maintenant, à cause de la situation, il y a vraiment une obligation à se renseigner puis arriver à un certain niveau qui est un peu comme celui des élèves, finalement. Donc, je pense qu'on parlait d'ici d'attention, comme Éric dit. Je pense qu'avec l'attention, qu'est-ce qui est intéressant à se poser aussi, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher des outils que les élèves ou les enfants ou le public sont habitués d'utiliser dans un type de entertainment. Donc, d'utiliser un peu la pop du numérique pour être capable d'accéder, de faire transmettre notre message, notre communication en tant qu'artiste, en tant que médiateur culturel au public. Parce que finalement, il y a beaucoup de manières de développer le numérique qui sont faites par des organismes, puis on s'inclut là-dedans à 100%, qui au final, l'utilisateur est un peu, le côté jeu est un peu obstrué par l'interface, par nos grandes idées, nos grands concepts. Donc, comment est-ce qu'on revient à la base puis qu'on dit, OK, on prend la réalité, ces gens-là qui vont chercher à
avoir du matériel en ligne parce que, veux pas, là, on vient de se faire dire que la majorité des écoles vont reprendre sûrement en digital en septembre. Donc, comment est-ce que nous, en tant que médiateurs culturels, en tant qu'artistes, comment est-ce qu'on peut amener des nouvelles solutions aussi? Tu sais, Éric, j'aime beaucoup ton idée d'amener 3-4 scénarios parce que, de toute manière, ces scénarios-là, on va devoir les mettre en branle. C'est juste quand, on ne sait pas quand. Donc, je pense qu'il y a tout ça à prendre en considération. Emmanuel? Alors, dans mon cas, je suis dépassée par les événements. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, on est seulement 3 dans l'équipe, mais je suis la seule en médiation. Et puis, on a déjà à la base une surcharge de travail. Donc, devoir m'adapter aux nouvelles technologies pour faire de la médiation, pour tout recréer, le contenu et la façon de le présenter, moi, je suis dans une phase de découragement. C'est mon moral qui est à terre. J'ai beaucoup moins d'énergie que d'habitude parce que c'est la motivation qui me manque. Je vois ça comme étant gros, gigantesque, puisque nous, on n'a pas du tout d'équipement numérique qui nous permet présentement de se revirer sur un scène pour arriver à faire des animations de qualité dans lesquelles moi, en tant que médiatrice, je vais être à l'aise également. Donc, il faut tout revoir les contenus, revoir les plateformes numériques et surtout avoir des outils pour le faire. Et actuellement, étant donné qu'on est seulement 3 personnes, mais les 2 autres, une en administration, l'autre en communication, ça fait en sorte qu'on n'a pas personne non plus dans le domaine du web, ni personne comme technicien pour nous aider d'un point de vue technique, ce qui fait en sorte qu'actuellement, je me sens dépassée par les événements. Et puis, je dois être énormément sur l'ordinateur, ce qui fait que physiquement, j'ai même des maux physiques parce que si j'envisage de faire encore plus d'animation et d'utiliser encore plus les outils, on va devoir avoir des équipements plus ergonomiques, beaucoup plus confortables parce qu'actuellement, sinon, on va avoir des problèmes de santé. Moi, ça va jusque-là. Ce qui fait en sorte que arriver avec une stratégie monétaire pour faire payer les gens lors d'animation, ça va être génial, mais bien en amont, bien avant ça, arriver à rendre disponible une prestation en médiation, présentement, moi, je trouve ça difficile psychologiquement. Alors, je ne sais pas trop comment m'y prendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis inscrite à la table ronde ici et que je m'inscris à d'autres tables rondes. C'est pour voir d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations, qu'on puisse trouver ensemble des plateformes, des outils et bien sûr, arriver au bout du compte à se les partager. Quand on est une équipe qui est très petite, c'est vraiment particulièrement difficile de dire let's go, on se revire sur un scène quand technologiquement, on n'est pas du tout équipé. Donc, c'est dans cette optique-là où autant que j'ai plein d'idées dans la vraie vie, mais d'arriver à les transformer en numérique pour que ce soit intéressant, puis moi me sentir à l'aise. J'ai jamais aimé être devant une caméra, donc là, je dois penser à faire des prestations devant des caméras pour un public que je ne verrai pas dans le live, leur réaction nécessairement. Donc, c'est un défi qui est majeur parce qu'en fait, moi, je ne suis pas des arts de la scène. Je suis dans la vraie vie, je suis une fabriqueuse, je suis une artiste en art visuel, puis j'aime parler d'art. Mais là, s'il faut que je devienne quelqu'un des arts de la scène pour faire passer mon message, j'avoue là, que je vois ça gros. Donc, j'espère que par nos partages, on va s'entraider. Merci, Emmanuel. En fait, j'aimerais juste prolonger un peu cette réflexion-là parce que là, tu viens de déballer des problématiques très vastes et très importantes, très cruciales, en fait, pour beaucoup, beaucoup de monde. D'une part, c'est la question que j'avais posée en début de conversation, les incidences sur la santé. Bien là, tu viens d'en évoquer une. C'est que l'équipement peut être ergonomique pendant 1 heure, mais il ne l'est pas quand on fait 8 heures par jour, par exemple, 5 jours par semaine. Ça, c'est un très, très gros problème. Donc, on disait tantôt, cette rencontre-là, elle va durer un peu plus qu'1 heure, là, mais évidemment, les conversations, les échanges de bons procédés, de notre côté, ça va se traduire par une mise en commun de ce que vous nous avez donné et présenter ça sous forme de rapport, évidemment, autant pour tous les membres du réseau que pour les gens à l'extérieur du réseau, mais également la fonction clavardage, la mise en commun de ressources et d'idées
peuvent permettre, en fait, si par exemple, Éric réagit à ce que Emmanuel vient de dire, puis vous voulez proposer des choses concrètes, bien justement par rapport à ça, moi j'ai trouvé ça, et ainsi de suite. C'est là où la fonction clavardage devient très, très utile, sachant aussi qu'elle est documentée et que donc tout ça va rester et va nous servir également. Donc, l'échange va aller bien au-delà du temps que l'on s'est donné pour cette table ronde. C'est ça que je voulais dire. Donc, n'hésitez absolument pas. Si vous réagissez dans votre esprit à ce que quelqu'un d'autre dit, n'hésitez pas à tendre la main vers cette personne-là, sachant que de toute façon, ce geste-là va être répercuté à une plus grande échelle parce que ça va être mis en commun. D'accord? Il y en a beaucoup de personnes. Je vais aller avec Tom. Oui, bien, étant des arts de la scène, moi, je vois que c'est une béquille, en fait, le numérique, puis faire des Facebook Live, par exemple, ou des diffusions en ligne, parce que c'est, bon, disons, l'expérience m'intéresse plus ou moins, puis j'ai pas nécessairement envie non plus que les gens qui écoutent ben, qu'est-ce qu'on fait, soient devant ce médium-là qui est très limité si on veut jouer avec l'espace sonore et tout. Fait que c'est sûr qu'à court terme, c'est un peu une béquille, on l'envisage, on y réfléchit aussi la manière de le présenter. À la limite, travailler plus les vidéos que faire juste un Facebook Live. Mais ça pose aussi des questions, même au long terme, c'est quoi les précédents que ça va créer dans le milieu des arts. Moi, c'est sûr que ça ne m'intéresse pas du tout que tout se tourne vers là. Puis c'est une de mes craintes, que ça devienne, disons, la manière de consommer l'art éventuellement. Merci. Patricia Bergeron. Oui, merci. Ben c'est vraiment riche les échanges, effectivement. Pour l'intervenante artiste visuelle, moi, je comprends totalement. Puis, en fait, moi, je suis seule en ce moment dans la compagnie. Donc, effectivement, ça peut relever tout un défi de dire, ah, ben là, je vais passer au numérique vraiment de manière plus intense et puis on va faire une offre dans ce sens-là. Oui, tout à fait, c'est possible. Sauf que ça demande aussi des ressources monétaires, du temps, beaucoup de temps. Et dans le contexte où est-ce que là, on est à la maison et où est-ce que les enfants vont rester à la maison encore pendant un bon bout de temps, même encore peut-être à l'automne prochain, parce que sans doute cette pandémie-là reviendra, même si on reprendrait les activités en septembre, c'est-à-dire l'école en septembre, tôt ou tard, il y aura une autre période de grippe, de rhume, de pandémie, de ce qu'on veut. Donc, ça reviendra, puis on faudra encore confiner ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, faut avoir du temps. Il faut avoir des ressources monétaires, ressources humaines autour de soi. On les a pas tous. Et moi, ce que j'ai un petit peu peur, ma crainte, effectivement, je trouve que le dernier intervenant, c'était une très bonne question. Est-ce que, tu sais, le numérique comme complément à notre art, c'est super. Le numérique comme étant la nouvelle norme pour tout, il y a un danger. Mais mon autre crainte, c'est par rapport au fait que je me rends compte que beaucoup de gens se tournent vers la médiation culturelle. Et moi-même, je suis médiatrice culturelle dans la vie, j'ai une formation là-dedans, j'ai rien contre, au contraire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de détournement de faire croire au public, en fait, à l'auditoire, que la médiation, ce n'est que ça, l'art, finalement. Parce que j'ai l'impression qu'on va tous se mettre à faire des projets de médiation culturelle extraordinaires, mais en bout de ligne, la rencontre, la communion qu'on a lorsqu'on fait des arts de la scène, lorsqu'on fait de l'art visuel, mais qu'on rencontre les gens qui peuvent toucher, qui peuvent apprécier ce qu'on fait, n'est plus là. Et c'est cette communion-là, en fait, qu'on recherche. Donc, bien sûr, c'est peut-être un laps de temps à passer. On a peut-être 1 an et demi, 2 ans pour passer à travers cette période-là. Est-ce que ça veut dire qu'il reste que l'option d'à peu près de faire de la médiation culturelle pour passer à travers cette crise en attendant la reprise économique de nos activités selon une certaine normale, quoique la normale peut-être ne reviendra jamais. Peut-être que les normes de distanciation sociale deviendront la norme, tout simplement. Donc, il faut vraiment... l'idée d'avoir plusieurs scénarios est très bonne. Je pense ça nous en prend au moins 3 scénarios. Le scénario aussi, il y a quelque chose qui reprend à l'automne, l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais aussi, si ça devient une norme, c'est quoi notre scénario? Donc, il y a beaucoup de choses. Mais moi, vraiment, la crainte que j'ai, c'est beaucoup de projets de médiation culturelle qui vont se mettre en branle, là, qui vont se mettre en ligne et monnayer ça. Qui va vouloir vraiment, quelqu'un posait la question autour, qui veut vraiment payer pour ça?
ben, ils vont vouloir payer, mais pas des grandes sommes et pas assez pour faire vivre toutes les ressources que ça demande de payer des gens qui peuvent travailler pour nous au niveau de l'informatique, au niveau de contenu. Moi, je peux en pondre, mais ça va me prendre des gens aussi pour pouvoir un graphisme, etc. Donc, tout ce que ça demande en termes de travail en arrière, moi, je suis pas certaine que les dons, le montant qu'on va pouvoir exiger sera pas suffisant pour couvrir tous les frais entourant ça. Donc, ce serait une opération perdante sur le plan financier, c'est ça? Rosalie? I have to unmute you. Je dois... Voilà. Voilà. Je trouve que vos craintes sont tous importantes. Moi, je les entends beaucoup dans la communauté aussi, ces freins-là. Dans le fond, l'ère du numérique, ce que ça l'amène, c'est pas juste un changement de façon c'est pas juste un outil technologique, mais c'est aussi toute une façon de penser qui est différente. Dans le sens où avant, on pouvait avoir le contrôle un peu sur ce qu'on faisait, notre produit et tout ça. Les technologies, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Ça prend la connaissance de plusieurs personnes, donc de travailler en collaboration, donc d'être ouvert au niveau de nos connaissances, de les partager et de mettre en place des plateformes justement avec des gens qui vont pouvoir indiquer c'est quoi les forces, les faiblesses, les outils d'apprentissage. Je pense qu'en tant que société, on doit rapidement travailler là-dessus sur le transfert de connaissances parce que c'est vaste, l'Internet, puis il y en a beaucoup d'outils qui se développent, puis tout le monde est en train de vouloir percer le marché. Puis au niveau de la monétisation, puis est-ce que ça va devenir uniquement sur le web? Je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là à l'heure actuelle, mais clairement, la vie n'est pas uniquement sur le web. On le dit, on manque de ressources humaines et de compétences. C'est donc des humains qui le font, tu sais. Et on parle de numérique comme si c'était juste la vidéoconférence, mais il y a toute la domotique, les capteurs qui peuvent interagir avec les gens. Je sais que ça nous amène loin tout ça, mais je pense qu'il faut... comme un éléphant, c'est gros, on mange ça par tranche. Il ne faut pas le voir complètement d'emblée, mais le Québec se doit de se poser des questions. Le Québec, le Canada, sur justement les redevances, sur notre système. Là, en ce moment, on donne tout au GAFA, toutes nos données, puis on a de la difficulté, par exemple, à donner nos données à Joshua Benjia, qui est un organisme à but non lucratif qui fait de la recherche, alors qu'on les donne gratuitement à d'autres gens qui font des milliards de profits avec nous. Fait qu'il faut voir, il faut les comprendre. Ce qu'on ne comprend pas, ça nous fait peur. Puis je pense qu'on a un grand travail durant cette pandémie-là de comprendre c'est quoi les bases du numérique, qu'est-ce que ça mange, c'est quoi les enjeux, parce qu'il y a plein d'enjeux qui ne sont pas réglés en ce moment, autant au niveau de la pérennité des œuvres que du droit d'auteur, que justement du développement continu des compétences, de la co-création, d'open source. Fait que ça nécessite, je pense, un moment de s'arrêter et de réfléchir. Et moi, je trouve que la pandémie, c'est un bon moment pour ça. Et qu'on soit seul ou en groupe, ben, c'est le moment quand même de s'y intéresser. Je pense que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir lire ne serait-ce qu'une demi-heure par jour sur les nouvelles technologies. Moi, je considère que, il y a 3 ans, j'étais une tech nulle. Là. Et puis, au bout de 3 ans, là, en ce moment, j'ai comme l'impression de comprendre pas mal les enjeux puis de voir où ça se déploie. Fait que c'est à la portée de tous. Voilà. Eric? Oui, bon. Ben oui, Rosalie, c'est très bien dit. Parce que tout à l'heure, je me suis présenté comme étant faisant partie du Forabol, ce que je suis là, sans l'heure actuelle, mais j'ai mis un lien aussi parce qu'on développe un hub numérique depuis 1 an. Et puis, on est en plein dans ça, là, à travailler avec une quarantaine d'organismes de notre région en ce moment. Puis, c'est souvent même, on parle de la base, de la littératie numérique et tout. Mais disons que peut-être, moi, je voudrais revenir un peu, puis je pense qu'il y a une préoccupation au niveau on parle de monétisation, mais
Est-ce que cette façon de transmettre-là va avoir la même valeur, moi, à mes yeux de créateur? Oui. Puis je pense qu'on est tous ici, alentour de la table, des gens qui sont en création, puis on est tous, on ne peut pas être contre la vertu, là. Mais c'est que je trouve que ce qui est pernicieux, c'est qu'on est en train d'habituer les gens, en temps de pandémie, à une forme de gratuité pour laquelle on s'est tellement battu depuis des années à faire valoir le fait que c'est un métier, qu'on doit être rémunéré, que ce qu'on fait, les créations, ça a une valeur, notre expérience, etc. Et moi, disons que moi, j'ai pas peur que nous, les acteurs du domaine, on puisse bien traduire toutes nos préoccupations, puis on peut bien faire nos choses. Le théâtre va continuer, les arts visuels aussi. Oui, fine, mais on va tellement avoir habitué les gens à « Ah, ben mon Dieu, pendant tout le temps de la pandémie, j'étais capable de regarder plein de trucs gratuits. Pourquoi tout d'un coup je me remettrais à payer? » Moi, je trouve que c'est là qu'il y a peut-être un peu un danger en ce moment. Peut-être, je suis assez optimiste en général, mais disons que je trouve que c'est un des effets pervers de la pandémie en ce moment. C'est qu'il y a tellement de gratuité. Puis là, ben oui, les artistes, vous êtes donc bien fins, puis vous nous entertainez, puis vous êtes tellement essentiels. Mais quand va arriver le temps de revenir puis de mettre un price tag sur ce qu'on a à offrir, moi, c'est un peu ma crainte. J'espère que ça va bien réagir. Voilà, c'est tout. Dom, on ne peut pas t'entendre. Ça ne marche pas? Oui, oui. Ah, OK. Non, tout ce que je voulais dire en réponse à ce que Éric vient de mentionner, c'est justement que peut-être ce que j'en retiens personnellement, c'est l'importance de rappeler au public que d'abord, la gratuité de l'art, c'est une aberration parce qu'il n'est pas produit gratuitement. C'est le fruit d'un travail. Et deuxièmement, que peut-être que dans les circonstances exceptionnelles qui sont les nôtres aujourd'hui, certaines choses sont forcément véhiculées et transmises d'une manière qui ne permet pas d'en contrôler le coût, mais que ça ne devrait pas être la nouvelle normalité en termes d'offres et de demandes culturelles essentiellement. Alors, Caitlin? Il y en a quelqu'un d'autre ou... Oh, Anne? Oui. En fait, moi, ma question, c'est un peu pour envoyer la balle à Éric. Mais si ça n'intéresse pas une personne d'autre, mais j'entends qu'il y a plusieurs aussi qui font de la médiation culturelle puis qui travaillent avec les écoles. En fait, c'est que le monde de l'éducation, un peu comme les problématiques qu'on a en art, en fait, c'est que le monde de l'éducation demande la gratuité aux acteurs qui développent des ressources pour le monde de l'éducation numérique à cause du COVID. Donc, c'est un peu pour savoir comment vous positionnez par rapport à ça, justement, cette demande de gratuité à cause du COVID. C'est sûr que, oui, on dit qu'il faut générer de la valeur, etc., puis montrer cette valeur-là, puis je suis à 100% d'accord parce que, en général, tu sais, des applications qui coûtent $1, c'est incroyable parce que le nombre de travail qu'il y a derrière en développeur, etc., mais les gens veulent même plus payer. Puis dans l'éducation, même avant COVID, il n'y avait pas... il allait directement pour les ressources qui sont gratuites. Ces ressources-là, habituellement, c'est les ressources des grands joueurs comme Apple, Google, etc. Et on revient à ce que Rosalie disait au final, que toute l'information qui est donnée à Apple, Google, etc. Puis on n'est même pas enclin à encourager les ressources locales. Donc ça, c'est une méga discussion, puis je pense que ça devrait être quelque chose au centre aussi de peut-être pas cette réunion, mais peut-être une autre, parce que pour répondre à quelques personnes aussi, personnellement, tu sais, oui, je suis d'accord, ça devrait pas être que le numérique. On n'a pas encore parlé de l'espace public à l'extérieur qui devrait être considéré aussi dans nos discussions, mais le numérique ne doit pas être non plus vu comme quelque chose, comme le grand méchant loup, tu sais, des arts... de la scène, tout ça. Moi, je suis musicienne, artiste visuelle, artiste interdisciplinaire, donc je comprends un peu le malaise aussi là-dedans parce que j'adore la relation au public qui est directe. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire, OK, au lieu de penser seulement à recréer ce qu'on fait déjà,
comment est-ce qu'on peut s'approprier le numérique ou s'approprier la nouvelle situation au final. Le numérique, de facto, est une solution qui est facile dans un sens, mais comment est-ce qu'on l'articule pour que ça représente ce qu'on veut transmettre au public? C'est un peu ça la question aussi. Parce que veut pas, le numérique, c'est une manière très facile d'accéder à un public en ce moment. Donc, voilà, c'est une grosse question, mais... Merci, Anne-Isabelle. Kathleen? Tom? Peut-être un peu archaïque, mais pour ce qui est du numérique, c'est pas que je vois pas nécessairement de potentiel à ça, c'est juste, puis je le sais que ça peut prendre toutes sortes de formes. J'ai travaillé des aspects plus d'électronique aussi, puis de programmation dans certains projets. C'est juste que c'est pas un médium qui m'interpelle personnellement. C'est pas une vision non plus de société que j'aime particulièrement avoir. Proposer aux gens qui regardent ou qui écoutent ce que je fais toujours devant leur ordinateur. Puis moi-même, c'est la manière qui m'intéresse à consommer cet art-là. Fait que c'est là que c'est pas non plus, je suis pas contre ça totalement. J'aime bien, j'en consomme aussi, puis je l'utilise comme tous les artistes. Mais c'est vraiment, disons qu'on se tourne, bon, quasiment c'est la seule solution, en fait, qu'on a un peu en ce moment qui m'inquiète. Ou si ça reste la seule solution, éventuellement, qui m'inquiète. Anouk? Je vais devoir vous quitter, mais je voulais quand même prendre le temps de vous remercier parce que ça me nourrit énormément ce que tout le monde dit. Je n'avais pas beaucoup de commentaires parce que j'ai peu de pistes, mais en effet, je suis très intéressée à pouvoir ce qui est une suite à cette discussion-là. Donc, je suppose qu'il y aura un échange, un compte-rendu, c'est fantastique. En effet, moi aussi, je suis très peu axée sur le numérique et je ne vois pas comment j'arriverais à approcher des élèves avec de l'art visuel comme ça, un petit peu comme disait Jean-Maurice. Mais ce que je crois par contre, pour ceux qui sont en art visuel, c'est qu'à un moment donné quand même, où même s'il y a les nouvelles normes, il va y avoir un retour au physique et au contact, entre guillemets, là, je ne dis pas forcément proche, mais au contact, et qu'il va y avoir un désir pour ça. Et là, je pense à mes enseignantes dont les ateliers ont été annulés cette année dans des écoles. J'avais des projets fantastiques, tout ça. Je sais qu'elles étaient tristes. Je sais que quand elles s'investissent dans un projet, souvent elles le font hors de leurs heures de travail pour parler avec moi, l'artiste, et développer le projet parce qu'elles ont une passion réelle pour ce que ça peut donner à leurs enfants. Ça va revenir. Je pense que la question, c'est comment tenir bon parce que c'est finalement mon gagne-pain, mais je ne peux pas le pratiquer. Donc ça, c'est ma grosse question actuelle. Comment tenir bon sur quoi? 2 ans, 3 ans? Est-ce que culture à l'école va nous donner des options? Je ne le sais pas. Pour l'instant, moi, c'est mes interrogations. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, tout le monde, et je vous souhaite un très bon courage. Merci beaucoup, Anouk, et bon courage à toi aussi. Bonne continuation. Marie-Jeanne? Oui. Désolée, tout à l'heure, j'ai dit je suis de retour. Mais moi aussi, conciliation travail-famille, je vais devoir quitter bientôt. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui, puis j'aimerais ça pouvoir reparticiper à nouveau. Moi, comme piste, la seule réflexion qui me vient là, depuis, j'ai pas eu beaucoup de temps à moi depuis le début du confinement, mais je me rends compte un bout de temps dans ma vie, je trouvais ça difficile d'être fragmentée, puis de toujours à gauche, à droite, être soit une étudiante, soit être une travailleuse salariée, soit être travailleur autonome. Puis en ce moment, je trouve que ça me sert tout ça. Tu sais, dans le fond, j'ai l'impression que juste avoir mis toutes mes œufs dans le même panier, en ce moment, j'aurais trouvé ma réalité beaucoup plus difficile que ce qu'elle est en ce moment. Donc, tu sais, je suis salariée, je peux continuer à faire de la création parce que je me suis déjà retirée des grands centres, je vis à la campagne, donc je m'étais déjà adaptée à une façon de créer chez moi. Donc, il y avait des choses qui étaient déjà en branle dans ma pratique pour arriver à produire
malgré l'éloignement des grands centres, malgré des fois un détournement de public qui n'est pas toujours là dans les régions. Donc, tranquillement, j'adaptais ma pratique à tout ça. Fait que je me rends compte que ça me sert aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut vraiment être résilient. Puis, il faut continuer. L'art se déplace tout le temps, de toute façon. Donc, il faut rester ouvert d'esprit. Puis, il faut savoir capter des fois les opportunités puis les publics qui se diversifient aussi. Donc, moi, dans ma recherche-création à l'université, justement, je voulais faire en sorte de décentraliser l'art pour l'amener dans ma ruralité. Puis, je pense que ça fait juste confirmer mon choix aujourd'hui. Oui, je note deux mots-clés dans tout ce que tu viens de dire, Marie-Jeanne, c'est résilience et polyvalence. Il faut vraiment être prêt à perdre l'habitude de mettre tous ses œufs dans le même panier, comme tu dis. Oui. Tout à fait. Caitlin? Rosalie. En fait, il faut que j'active mon micro. Attendez. C'est bon. OK. Il y a deux choses que je trouvais intéressantes que je voulais peut-être dire. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des études, notamment Yannick Simon-Mateur, au niveau de sa plateforme, puis comment les artistes voulaient l'utiliser. Puis nous aussi, on collabore beaucoup avec des artistes. Puis on se disait, est-ce que c'est possible de créer des maillages? Parce que cette crainte-là est un frein qui, une fois que tu passes 1 heure ou 2 avec quelqu'un, puis qui te fait le tour guidé des outils, puis que tu peux appeler si tu as une problématique, bien, ça rassure beaucoup les personnes. T'sais. Fait que l'idée de créer des maillages, je pense que ça peut être intéressant, puis une solution pour faire un premier pas par rapport à ça. Puis, je me souviens plus de ton nom, mais toi, tu es en campagne. Moi, je pense que cette crise-là va favoriser énormément les petits milieux, les régions éloignées et tout ça, puis qu'on est dans un processus de décentralisation qui est très intéressant. Comme vous voyez, nous, on est dans le théâtre actuellement. L'ensemble des théâtres est fermé, mais on a mis en place des mesures de distanciation sociale, ce qui fait qu'il n'est pas ouvert au public, mais nous, venons travailler quand même dans ces lieux-là parce qu'on a très peu de cas de COVID, parce qu'on se sent en confiance et la communauté aussi. Là. Fait que ce rapport-là de confiance entre nous et notre communauté va devenir très, très important. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça de votre côté, mais il y a eu une période où tout le monde dénonçait tout puis rien quand quelqu'un s'approchait de quelqu'un d'autre dans la rue. Puis fait que ces impacts-là sur la communauté par rapport au milieu des arts, en tout cas, je vois que je pense qu'il y a ça qui va changer là, dans l'après-COVID. Oui, c'est vrai, Rosalie. Une chose que je veux ajouter au nom du réseau, c'est que tu parlais de créer des maillages. Évidemment, le Réseau canadien pour les arts et l'apprentissage, c'est dans notre nom. On veut vraiment, on n'est pas l'unique réseau. On n'est pas la seule ressource, mais on veut absolument que cette mise en commun des problèmes, mais aussi cette mise en commun des solutions passe par nous. Et donc, c'est pour ça que là, je regarde, ne serait-ce que l'onglet clavardage, il y a 36 entrées déjà, puis là-dedans, je sais qu'il y a énormément de ressources qui ont été mises en commun. Fait que c'est certain que s'il y a des questions concrètes et des solutions à proposer, ça peut passer, ça doit passer par nous aussi. Et c'est notre engagement formel envers vous d'essayer de faire une mise en commun de non seulement des problèmes, mais aussi des pistes de solutions. Caitlin? Eric? Je l'ai mentionné dans le clavardage, mais juste peut-être répéter, puis bon, je pense que tout le monde est un peu au courant que je sais que de notre côté, nous, on a pris une décision de s'inscrire au PACME, ou PACME, là, qui est, je ne sais pas si c'est canadien ou c'est seulement au Québec. Enfin, c'est que c'est des argents qui sont tout de même très disponibles assez facilement pour la formation. Alors, je crois que, bon, il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait qu'il faut garder un peu le même beat, il faut essayer de se tenir vivant, il faut continuer. Emmanuel de Regard, je t'entendais tout à l'heure, puis ça me touche un peu de t'entendre dire que c'est aussi des fois une question de prendre le temps d'aller vers du numérique si on n'est pas à l'aise avec ça. Je ne dis pas que c'est la panacée là, de prendre 3 millions de formations, mais je sais que de notre côté, on va vraiment
ça va être assez facile d'obtenir des sous, puis on va faire un retour à l'emploi, mais pour une façon temporaire, pour aller chercher le plus possible de formation, justement, en e-learning, puis des outils qu'on n'est pas à l'aise avec, des trucs comme ça. Donc, ces sous-là, ils viennent de réinjecter 50 millions dans ce programme-là. Et puis, il y a même des gens qui disent que dès que la cagnotte va être vide, ils vont probablement la remplir encore parce que c'est un incitatif à garder les gens en emploi, du moins s'il n'y a pas trop de travail à faire, au moins qu'ils soient formés, donc en formation continue, si on veut. Éric, est-ce que tu as mis le lien et les coordonnées de PACME justement sur le... Je vais le faire. Je vais juste aller sur mon furteur et puis je vais trouver le lien pour le programme. Oui. Merci beaucoup. Patricia Gauvin? Oui. Moi, j'aimerais amener l'idée que quand il y avait eu la grève des enseignants, il y a quelques années, puis on n'avait pas eu de projet culture et éducation cette année-là à cause de la grève des professeurs dans les primaires, dans les écoles et tout ça, le programme avait offert des subventions aux artistes parce qu'on ne peut pas rentrer dans les programmes actuels. Nous, c'est la création qu'on fait. Susciter la création par la suite. Des programmes, l'argent pas dépensé par des activités de médiation culturelle, mais soit retourné aux artistes d'une autre façon pour justement stimuler par la suite la création. Parce que nous, ce qui arrive, c'est qu'on a des expositions qui n'ont pas lieu, des expositions qui sont retardées, beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça parce qu'on ne sait jamais si ça va fonctionner. Alors, ce serait une façon, tu sais, de ce ministère-là, de nous remettre l'argent, nous proposer des subventions pour des projets. Réactiver la création. Un peu comme le New Deal, on avait fait, comme Roosevelt avait fait avec le New Deal pendant la dépression, la Grande Dépression, en fait, que le gouvernement finançait des grands projets d'infrastructure et des grands projets d'art public, par exemple. C'est un peu dans cette optique-là, n'est-ce pas? Peut-être pas penser à des grands projets. Tu sais, quand vous dites des grands projets, je vois ça tout de suite comme inaccessible. Tu sais. Oui, alors, non, des projets pour justement stimuler le milieu. Oui, à l'époque, il y avait différentes échelles de projets. Oui. Oui, c'est ça. Bien. Caitlin? Il y en a quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on veut continuer? Non. OK. C'est tout ça? OK. Georgette? Il faut que je lève ma main. OK. Peut-être, moi, je ne suis pas du Québec. Je pense que je suis la seule ici qui n'est pas du Québec. En tout cas, le Nouveau-Brunswick nous a offert des bourses pour mettre nos choses en ligne. Je suis en train de les regarder. Aussi, le Conseil des arts du Canada nous offre aussi de l'argent pour appliquer. Je trouve que ça prend longtemps, parfois, à prendre un projet. Il faut être assis pour une semaine avant que le projet est pondu. Puis là, on fait l'application, puis on ne sait pas si on va l'avoir. Ça, c'est un défi, mais étant donné que je suis en résidence au Centre des arts et de la culture, ils vont mettre mes choses en ligne. Ça, c'est parfait. Pour les autres, comme je suis assez Facebook, techniquement, je suis correcte. Mais je trouve ça très... il y a une de nous qui a parlé des défis de... Moi, je suis artiste visuelle. Je ne suis pas technicienne. Je trouve ça très difficile d'être assise à mon ordinateur pour longtemps. Puis on sait que probablement que tout va devenir numérique. Alors, c'est aussi, il faut être payé pour ces choses-là. Ça va être un grand défi.
CARFAC avait fait énormément de travail avec ça. Si on avait une exposition, on était payé les cachets d'artistes. Mais là, nos expositions vont être virtuelles. Alors ça, c'est tout un autre défi qu'on va avoir comme artiste visuel. Comment être payé? Qu'est-ce qui va être les nouvelles normes? Et tout de suite, j'ai une exposition qui devait commencer au mois d'août. On est plus déconfiné que le Québec ici. Mon atelier va probablement être ouvert dans une semaine. Je pourrais y aller. Mais mon exposition est cédulée pour le mois de septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Là, normalement, une exposition artiste visuel, c'est 3 mois. On est payé les cachets de 3 mois. Là, je suis un mois de plus. Il va falloir que je m'informe comment est-ce que ça marche. Qu'est-ce qui est raisonnable? Parce que normalement, avant, si tu avais un mois de plus, tu étais payé un prochain cachet d'artiste. Je suis certaine, comme les autres, je faisais du travail dans les écoles, mais surtout, j'avais été demandée de donner des cours au Centre des arts et de la culture. J'avais été demandée de donner des cours aux adultes, mais là, ça ne va pas se faire. Alors, c'est tout un revenu qui n'existera pas pour le moment. Ça va prendre, j'avais été demandé de donner, mais là, ben, je ne peux pas rester assise si longtemps. C'est pour ça que je me suis levée à tantôt. L'équipement qu'on a est peut-être pas fait pour qu'on travaille à l'ordinateur si longtemps. Les chaises, les bureaux, c'est autre chose. Hein? Alors, il faut vraiment s'adapter si on veut continuer. Et moi, j'ai décidé de m'adapter. C'est tout. Oui, tout à fait, Georgette. Les défis ne sont pas toujours économiques, mais aussi ergonomiques, n'est-ce pas? Caitlin? Il y en a d'autres personnes. Oh, Xavier? Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Xavier Robichaud, moi aussi je suis au Nouveau-Brunswick. Justement, moi je me posais, c'est plutôt une question en général, est-ce que ce ne serait pas le temps que le numérique s'adapte aux arts plutôt que le contraire? Parce que souvent, moi je trouve, moi ça fait longtemps que je suis obligé d'être dans le numérique, mais souvent je suis surpris que les gens qui n'ont moins vécu ont vraiment une vision très intéressante qui pourrait permettre justement de plutôt que les arts doivent s'adapter au numérique que plutôt le contraire. Puis souvent, ces personnes qui n'ont pas vécu le numérique apportent vraiment des idées qui forceraient tous les gens qui programment, tout ça, de vraiment adapter un produit pour répondre aux artistes plutôt que le contraire, qui est souvent très difficile, en tout cas pour moi, quand je travaille dans les arts. Voilà, c'était juste une réflexion. Il s'agirait de relancer la balle, donc, au secteur des technologies numériques, essentiellement. C'est bien ça? Anne? Bon, c'est sûr que je reviens toujours un peu à la charge avec le même point. Tu sais, je pense que le numérique, c'est vraiment un médium comme la peinture, comme le dessin, comme la sculpture, etc. Puis, Xavier, je pense que tu soulèves un très bon point. Tu sais, c'est sûr qu'un réflexe qui est là, c'est vraiment de dire, OK, bon, ben, qu'est-ce qui est là? Puis, on va juste utiliser qu'est-ce qui est là. Ce qui est une belle solution en soi pour faire du marketing. Tu sais, il y a plein d'outils Instagram, etc., pour faire la promotion. Mais en même temps, je pense que dans un temps de pandémie comme celui-ci, il y a un besoin pour les arts de se réimaginer. Donc, partant de ce concept-là, qu'il faut se réimaginer, je crois qu'on peut vraiment... Tu sais, le numérique, c'est un code, c'est un langage. Donc, tout est pas mal possible. Surtout, tu sais, on parlait, je me rappelle plus c'est qui disait, je pense que c'était Rosalie qui est partie. Le numérique, c'est pas que l'ordinateur, le téléphone, etc. Tu sais, il y a plein d'autres outils qui sont développés avec le numérique en ce moment. Donc, je pense réellement que si, en tant qu'artiste, on a des visions,
ça serait même très intéressant de les amener à l'avant puis dire « Hey, moi, j'aurais besoin de ça, 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 ça. » Qu'est-ce qui est possible? C'est sûr que là, bon, c'est de trouver les ressources pour le faire. Ça, je suis d'accord, c'est vraiment pas facile. Nous aussi, tu sais, même étant une OBNL dans le numérique, on frappe plusieurs murs au niveau des ressources, autant personnelles que monétaires, obviously. Mais je crois que le numérique a besoin de cette vision-là, justement, tu sais, de dire comment est-ce qu'on peut amener nos idées, mais il faut les sortir, ces idées-là. Puis je pense qu'une conversation comme celle qu'on a en ce moment est hyper importante et doit arriver, tu sais. Puis je pense que c'est pas, comme pour me répéter un peu, je pense que c'est pas une idée de recréer, c'est une idée de réimaginer. Puis je pense que c'est à nous aussi de réimaginer la manière qu'on approche le numérique. Puis nous, c'est ce qu'on fait en ce moment, où est-ce qu'on se pose beaucoup de questions sur, OK, on donne des ateliers dans les écoles il n'y a aucune école qui va nous faire venir avant au moins 2000. On parlait de 2023, là. Moi, je pense que ça va être ça pas mal. Mais comme on ne le sait pas. Mais on a aussi des ressources numériques en ligne. Puis nous, on a toujours fait, bon, on développe les ressources numériques par rapport à notre approche. Mais là, on se dit, OK, mais comment est-ce qu'on va chercher les publics aussi? Puis ça, c'est une question que, tu sais, est-ce que ça serait la job du ou de la curatrice? J'ai l'impression que je vais faire une erreur avec ça. D'imaginer aussi des formes d'exposition, soit en ligne, mais aussi en utilisant le numérique pour garder une distanciation sociale, etc. Donc, je pense que ça vaudrait peut-être la peine, tu sais, d'écrire un texte, de dire, OK, en tant qu'artiste, voici ce que j'imagine, on lance ça dans le monde, peut-être que le réseau Art Éducation pourrait mettre quelque chose en place, puis on pourrait aller chercher justement des gens en tech, etc. Parce que les gens en tech cherchent des idées, finalement, ils cherchent des besoins. Puis en ce moment, on en a un besoin qui est hyper tangible. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Isabelle, pour cette réflexion-là. Kathleen, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent encore à intervenir? Oui, il y en a Patricia Bergeron. Oui, je voulais juste dire qu'il y a un des besoins, mais qui je pense qu'il ne peut pas être comblé, en tout cas pas en ce moment. Moi, en étant dans le théâtre jeune public, j'avais 2 créations, en plus d'avoir le spectacle qui devait tourner dans les Maritimes à l'automne et au printemps prochain. J'ai 2 spectacles de création et c'est des spectacles de création qui se font en équipe. Je ne fais pas des shows solo. Donc, ça, tantôt on parlait, c'est quoi les impacts sur vous? J'ai oublié de le mentionner, mais c'est vrai que l'impossibilité de pouvoir répéter ensemble, je veux dire, on ne peut pas répéter virtuellement, là. Et même, je pensais au spectacle qu'on doit tourner, on ne pourrait même pas le présenter demain si c'était ouvert parce qu'on n'a pas les normes de distanciation sociale. On manipule des silhouettes, on manipule des marionnettes. C'est impossible. On manipule des choses à 2. Donc, c'est impossible de pouvoir garder la distanciation sociale. Donc, là, ça veut dire de repenser tout le spectacle autrement. Est-ce qu'il y aura des subventions qui nous suivront pour revoir les œuvres afin de les adapter aux nouvelles normes de distanciation sociale? On verra. Et d'autre part, compte tenu qu'on est en jeune public, ça aussi, on est très tributaire des normes qui sont qui vont être établies dans chacune des provinces. Je pense au Nouveau-Brunswick notamment, il n'y a pas de rassemblement. Il y a 3 semaines, 1 mois, il a été dit pas de rassemblement jusqu'au 31 décembre inclusivement. Donc, quand moi, je me suis fait appeler par le responsable de la tournée, ça avait un méchant impact sur notre tournée qui était prévue à l'automne. Parce que justement, les écoles elles-mêmes ne savent même pas comment elles vont fonctionner. Est-ce qu'elles vont fonctionner avec classe A qui vient 2 jours et demi par semaine, classe B qui vient 2 jours et demi par semaine, puis à ce moment-là, on n'a même pas le temps de recevoir un spectacle. Donc, à ce moment-là, on le présente de manière virtuelle, en présentant l'intégrale tout simplement. Donc, c'est sûr que tant et aussi longtemps que les normes par province n'auront pas été établies au niveau de ce qui se passe avec les enfants, que ce soit par les programmes d'artistes à l'école, que ce soit les programmes de médiation culturelle ou les programmes ou les spectacles carrément qui sont présentés, parce que dans les provinces, les autres provinces du Canada, autres que le Québec, là, on s'entend que le spectacle jeune public circule surtout dans les réseaux scolaires. On est vraiment en attente. Et moi, je pense que c'est sûr qu'en attendant, on peut trouver des solutions de médiation culturelle pour pallier, mais c'est très impactant en ce moment de ne pas savoir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Et c'est sûr que c'est trop vite. On ne peut pas demander à nos gouvernements de donner des réponses. Personne ne le sait, en fait. Donc, comment peut-on être soutenu temporairement? Ça veut dire que là, tout ce qui est création doit être mis aussi en stand-by.
tout est retardé de plusieurs années. Donc, il faut, oui, se renouveler, oui, utiliser le numérique, mais dans quel domaine? Moi, ce que je vois, c'est vraiment au niveau de la médiation. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas certaine que même le monnayer va générer suffisamment de revenus pour payer des gens sur une base à plus long terme et m'assurer aussi de vivre de ça. Oui, en effet, c'est vrai. Ça va être un sérieux problème, ça. Caitlin? Je crois que c'est tout. Bien. OK. C'est sûr? Oui. D'accord. Oh, non, Manuel. Peut-être la dernière personne? Oui, une dernière intervention. Oui. Où est-elle? Oh, non. Juste pour vous dire que moi, ce qui m'a sauvée jusqu'à présent, c'est que j'ai 3 volets dans ma carrière. J'ai la médiation que je fais comme travailleur autonome, ça vient de tomber. J'ai aussi mon côté art visuel, donc je produis des œuvres d'art, je les présente dans des expositions, je les vends, tout ça. Bon, ça aussi, ça vient pas mal de tomber. Mais par contre, j'ai un petit contrat avec Regard en médiation culturelle et puis ici au Québec, les petits contrats ont été reconduits avec le calque, ce qui fait en sorte que, habituellement, il faut faire des demandes, c'est assez long avant qu'on ait des réponses, si le contrat est reconduit, non, mais cette fois-ci, à cause de la pandémie, il a été reconduit. Moi, c'est ce qui me sauve. Sinon, du jour au lendemain, je serais tombée avec rien, monétairement parlant. Donc, c'est vraiment ce qui fait la différence. Ce qui fait que j'ai 2/3 de mes revenus ou de ma pratique qui est pratiquement tombée. Je ne dis pas que je ne pourrais pas créer. Éventuellement, je pourrais m'y remettre. Mais par contre, j'étais en train de rénover mon atelier. Donc là, tout est arrêté. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Juste pour vous dire que la pandémie fait en sorte qu'on a besoin de revenir à des bases essentielles, se repositionner en tant qu'individu, en tant qu'organisme et en tant que société. Et puis, se redire où est la place des arts là-dedans et comment allons-nous la financer. Parce qu'effectivement, ça fait plusieurs années où les arts ont été mis de côté, les budgets ont été restreints, ont été beaucoup diminués, même dans les budgets au niveau des services continus, tout ça ont été énormément réduits dans les dernières années, ce qui fait en sorte que ça fait plusieurs années qu'on vit avec des effectifs réduits dans les centres, mais dans les différents milieux, ce qui fait en sorte que on doit aujourd'hui se dire en tant que groupe, il faut vraiment que le gouvernement et que nous, on ait une place plus grande, un budget plus grand, parce qu'on le voit avec les confinements, c'est la culture qui a permis aux gens de garder un semblant de santé mentale. Enlevons la musique, le théâtre, les arts, toutes les formes d'art sur Internet, là, enlevons tout ça, là, puis les gens confinés dans leur maison auraient eu des très graves problèmes psychologiques. C'est grâce aux arts si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont encore mentalement relativement bien. Le deuxième élément qui a aidé les gens, c'est la possibilité d'aller dehors, simplement d'aller marcher. On revient à l'essentiel, c'est-à-dire la culture, les arts et profiter de la nature. Donc, j'espère que suite à cette pandémie-là, nous, le secteur culturel, aurons plus de place, on sera plus reconnus et que ça va se présenter de manière financière. Parce que c'est beau être reconnu avec une petite tape dans le dos, mais ce n'est pas ce qui me permet de faire mon épicerie. Ce qui fait en sorte que j'espère sincèrement qu'il va y avoir une réflexion à la grandeur du Canada et surtout des actions concrètes qui vont faire en sorte que le milieu culturel va enfin sortir de sa précarité financière. Oui, merci Emmanuel. D'ailleurs, au nom du Réseau canadien pour les arts et l'apprentissage, je tiens à réitérer une chose mentionnée au tout début, c'est que, entre autres, la mise en commun de toutes ces informations-là, de toutes ces opinions et de toutes ces inquiétudes-là sous forme d'un rapport, c'est d'une part pour la mise en commun pour nous de solutions possibles à différents problèmes concrets, mais aussi de façon à nous outiller pour exercer des pressions concrètes auprès des instances gouvernementales, tant au niveau municipal que provincial que fédéral, y compris les bailleurs de fonds, évidemment. Donc, tout ce que vous nous donnez aujourd'hui,
c'est des munitions pour nous permettre de mieux défendre votre cause par rapport à des questions très concrètes et très financières, pour dire les choses très simplement. Donc, c'est important d'entendre des témoignages comme celui d'Emmanuel maintenant parce que ça va nous aider à vous aider. Caitlin. C'est tout ça. Bien. Je vois qu'il est 3h36. On a passé, enfin, à l'heure on l'appelle comment cette l'heure centrale, c'est ça? Non, l'heure normale de l'Est, c'est ça? Donc, je pense que ce serait peut-être le temps de boucler la boucle. Merci à tout le monde de la part de Larry, de Jennifer, de Caitlin, de Nissa, de ma part à moi, Dominique. Merci d'avoir pris presque 2 heures de votre temps pour partager vos inquiétudes et partager vos solutions. On a vu que tous les échanges dans l'onglet clavardage, il y en a une tonne. Alors, vous nous donnez beaucoup de ressources à partir desquelles travailler et à mettre en commun, évidemment. On apprécie énormément et on va donner suite à ça, comme on l'a dit, sous forme de rapport. Et puis, vous recevrez de nos nouvelles concrètement d'ici peu par rapport à ça. Caitlin, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou Larry? Non, merci beaucoup pour nous rejoindre. C'était fantastique. Oui. Oui. Et je dois vous remercier pour cette conversation formidable, oui, vraiment, et aussi pour les commentaires dans le panneau de chat, le panneau d'écriture. Il y a beaucoup d'idées, les bonnes idées dans ce panneau aussi. Merci tout le monde et bonne chance et bonne fortune. Bonne chance tout le monde et bonne continuation. Lâchez pas.